Moi, c'est Brice Saint-Saint. Je suis ingénieur agronome forestier, un professeur en charge des questions de conservation des ressources naturelles à la faculté des sciences agronomiques depuis 2 années et demie à peu près. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Brice Saint-Saint, est notre invité sur le magazine de l'environnement, le visage de la nature. Avec le professeur Brice Saint-Saint, plusieurs questions relatives aux forêts ont été abordées afin de persuader chacun sur le rôle incontesté des forêts. Le visage de la nature, les forêts, héritage de l'humanité. La forêt est avant tout définie par rapport à l'effet structurant impressionnant, qui est que je vois un espace très très boisé, où ce qui frappe l'œil n'est pas la strate herbacée, les herbes d'une manière générale qui peuvent vite ressortir, mais surtout et surtout les arbres. Si on rentre encore un peu plus dans certains détails, on va dire c'est lorsque les cimes, disons le houppier, quand ces cimes-là se touchent et il devient difficile à celui qui est en bas, qui est sous cette voûte-là, de voir le soleil, de voir le ciel, on peut dire je suis dans une forêt. C'était la première image qu'on se fait de la forêt, à savoir une forte densité en arbres, un espace bien boisé avec des cimes jointives pour le mieux entrelacées. Mais par extension, c'est un terme qui désigne la présence, je dirais, de l'arbre de façon naturelle quelque part, et c'est ça qui fait que même quand vous êtes dans le Sahel et que les collègues forestiers vous disent voilà notre forêt, ils ont raison, parce que c'est la présence de l'arbre qui a conduit le colon à classer des espaces en termes de forêt classée. Mais l'utilisation de termes était beaucoup plus liée à la présence de l'arbre et aussi à des concepts. Lorsque le colon protégeait des espaces en disant forêt classée, il n'a plus fait la nuance entre savane ou steppe classée, que ce qui est classé et qui a de bois était seulement qualifié de forêt classée. Et ce qui fait que tout le monde peut montrer tout comme étant aussi une forêt. On me dit ça c'est une forêt que je ne vois aucun arbre. Je vais déjà commencer par me poser des questions. L'arbre est vraiment l'élément qui donne la structure. La seconde chose, il y a un trait de vie, une forme biologique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en si forte densité qu'en forêt. Les lianes. Les lianes, ce sont toutes ces plantes qui ont besoin du support d'autres plantes. C'est rare de voir une liane toute seule se dresser sur son port et de tenir. Non, la liane a besoin d'un autre port, donc qui doit s'enrouler autour des arbres. Elles doivent se mettre au niveau du feuillage et c'est d'ailleurs au niveau du houppier que les lianes vont fleurir. C'est rare de voir des lianes fleurir dans le sous-bois. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas la règle. Il faut que ces lianes cèdent des grands arbres pour aller étaler effectivement un système d'assimilation photosynthétique pour pouvoir aussi élaborer leurs nutriments et fleurir aussi au sommet des arbres. Donc les lianes sont relativement rares dans les autres types de formations en plus clairsemées qu'en forêt. Par rapport à la science, première catégorie que nous distinguons, c'est d'abord les forêts denses, sempervirentes. Le terme est quand même venu de là. C'est les espaces les plus couverts qu'on va retrouver tout au moins en Afrique, déjà proche de nous, au Nigeria, jusqu'à une certaine latitude, au Ghana, en Côte d'Ivoire, Libéria, et ainsi de suite, jusqu'à la Guinée, au sud du Sénégal, aussi la Casamance. Ce sont des zones de forêt. Mais on peut aussi aller beaucoup plus loin, tout le bassin congolais, le Cameroun, le Gabon, Guinée équatoriale, les deux Congos, ce sont vraiment des espaces denses. Vous allez aussi à Madagascar, vous avez aussi de très grands boisements forestiers. Donc bref, c'est pas quelque chose qui est rare. Et maintenant, on peut quitter le continent africain et aller ailleurs aussi. C'est aussi la même structure qui définit ce qu'on appelle une forêt. Et après, ces types, je dirais, typiques de ce qu'on peut appeler la vraie forêt, on a les forêts denses, mais cette fois-ci semi-décidues, c'est-à-dire semi-sèches. Ce sont des forêts qui sont aussi denses, mais beaucoup d'arbres perdent leurs feuilles pendant la saison sèche, pendant la période de péjoration en eau. La forêt classée de l'Alama est un type exemplaire de forêt dense semi-décidue. Décidue, ça veut dire que les feuilles chutent à un moment donné de l'année. Après, vous avez les forêts denses sèches.
C'est-à-dire plus de 80% des arbres normalement laissent tomber leurs feuilles pendant la saison sèche. Ce qui fait que on voit simplement que du bois debout. Comme on dit, pendant cette période de péjoration, la forêt devient un bois. En hiver, lorsque vous allez en Europe, vous ne voyez plus aucun feuillage. Donc vous voyez seulement des arbres qui ont l'apparence d'être déjà asséchés debout. Après, nous avons la forêt claire qui fait déjà la transition vers la savane. La forêt claire, les arbres sont dominants, il n'y a aucun problème, mais il y a suffisamment de lumière qui diffuse vers le sol pour que la strate herbacée soit fournie en herbe. Nous, on parle de graminées ou de poacées. Lorsque ce tapis est beaucoup plus dominé par ces graminées, ces poacées, alors forcément, on tend déjà vers la végétation clairsemée. Il y a aussi d'autres nuances, les forêts édaphiques, la mangrove, c'est bel et bien une forêt. Les forêts valicoles, dans les vallées, vous avez aussi des forêts, mais beaucoup plus dues à des conditions stationnelles qui constituent ces forêts. Pas étonnant d'aller au Niger, qui est quand même un pays relativement sec. Les collègues vous montrent des forêts par abus de langage ou bien par extrapolation du thème. Une fois que l'espace est relativement boisé, on peut toujours qualifier cet espace un peu à dominance d'arbres. Et si c'est à dominance d'arbres, ne soyez pas surpris qu'on vous parle alors de forêt. Ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes, de cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. On a toujours de petits îlots de forêt dense, je ne dirais pas sempervirentes, mais vraiment qui ont l'aspect de belles forêts. À Paubert, nous avons un petit îlot qui est l'extension de l'îlot, enfin de ce qu'on devrait voir au sud du Nigeria, qui rentre dans le Bas-Bénin. Vous savez, on peut aller jusqu'à 1400 mm de pluie. Les forêts commencent normalement entre 1500 et 1600 mm de pluie par an. Là, vous avez vraiment la forêt, sauf si les conditions de sol diffèrent. Donc, nous avons de petits îlots, comme Sakété, Paubert, on en a un tout petit peu, où il y a moins de 20% des arbres vraiment qui laissent chuter leurs feuilles pendant la saison sèche. Maintenant, nous avons largement la forêt dense semi-décidue où, effectivement, vous avez une bonne partie des arbres qui laissent tomber leurs feuilles, mais l'essentiel reste toujours vers la lama, un bel exemple. Même en allant à Khozon ici déjà, nous avons de très belles exemples de forêt dense semi-décidue. Et puis, nous avons un type de forêt particulier au Bénin qui est très intéressant. C'est ce qu'on appelle la forêt marécageuse que vous allez trouver dans l'Okoli. C'est pas beaucoup étendu, c'est à peu près 500 hectares grosso modo, et qui est un petit échantillon de la grande forêt marécageuse qu'on trouve dans le bassin congolais. Et c'est vraiment c'est très typique et très intéressant à voir. C'est des forêts qui sont inondées 365 jours sur 365 jours. Vous ne pouvez y faire quoi que ce soit qu'en pirogue. Et c'est très joli à voir. C'est dommage, beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais c'est très beau. Nous avons les forêts claires dans la zone de Zanyalando, on en a un peu, dû à des phénomènes géologiques. C'est surtout le sol qui va expliquer leur présence. Les forêts isoberlinia qu'on a déjà dans la zone de Zanyalando, qui sont de très belles forêts claires. Puis au nord, ce sont des forêts qui sont bien représentées. Puis nous avons la forêt dense, sèche, qu'on va retrouver beaucoup plus au nord, à Nogueïsus en particulier. La forêt est toujours présente là où les meilleures conditions de vie sont réalisées. Il pleut bien, le sol est bien humide, où l'humidité relative de l'air est relativement importante. Là où il y a l'eau, là où il y a la vie, là où il y a la forêt, là où il y a la vie. Donc la forêt est d'abord une réserve nourricière. Pendant longtemps, l'homme s'occupait de la cueillette. Cueillir, ça veut dire que ça a poussé quelque part ou ça existe quelque part. On va cueillir des fruits, des plantes, des feuilles, des écorces. Mais aussi, on va chercher en forêt aussi de quoi combler ses besoins en protéines. On va chasser en forêt, il y a les cours d'eau qui sont là-dedans et on va pêcher en forêt. La forêt, c'est vraiment un grand vivier pour l'homme. Et ce sont ce qu'on appelle les services de l'écosystème. Les services que la nature nous rend presque gratuitement, puisque si on fait de la cueillette, on n'a pas investi quelque chose avant d'aller ramasser ce qui est là. Quelques pétrodollars contre l'existence de l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop.
Est-ce qu'il est venu l'un avant l'autre? Je dirais avec beaucoup de certitude que c'est quand même le sol qui est venu avant, avant que la forêt n'utilise ce support, et avant le sol, probablement l'eau a aidé à réellement faire vivre les plantes pour que on puisse parler de forêt. Dans la circulation globale des masses d'air, l'effet que nous ressentons, c'est la pluie. On entend même des aberrations, allez planter des arbres et vous aurez la pluie, ce qui n'en est rien du tout. Mais ces forêts jouent un rôle dans l'inversion ou dans les modifications localisées de ces grandes masses d'air qui circulent. Et aussi, ces forêts sont impactées par des changements indépendants de leur fonctionnement. Bénin est un bel exemple. Nous sommes sur la côte. On devrait avoir de la forêt dense, humide, jusqu'à la latitude de 9 degrés ou un peu moins, 8 degrés 30. Mais visiblement, nous n'en avons pas. Nous avons même la savane qui descend au niveau de la côte, ce qui a fait qualifier notre côte de Dahomey Gap. Gap, ça veut dire lacune, hiatus. Entre le Nigeria, à l'entrée du Bénin, et le Ghana, nous avons une zone sèche qui fait descendre carrément la végétation au niveau de la côte. On peut dire que le climat impacte sur la forêt, mais la forêt aussi peut impacter là-dessus, parce que quand vous avez très grandes étendues quand même de boisement, forcément, ce sont des zones de basse pression où effectivement il y a beaucoup de précipitations qui sont notées. L'autre chose, dans le cycle de l'eau, on ne sait oublier les grands espaces boisés, puisque forcément il faut rejeter beaucoup de vapeur d'eau, et ce sont des grandes surfaces d'évapotranspiration. C'est des organismes, les plantes aussi respirent, transpirent, et qui dit transpiration dit rejet d'une partie de l'eau tissulaire, de l'eau de notre constitution organique, qui forcément s'évapore dans l'air. Donc quand vous avez des milliers de kilomètres carrés qui évaporent, forcément ça alimente le flux global de l'eau. On peut dire que la forêt aussi joue un rôle par rapport au climat. La forêt améliore le sol, puisque grâce à ce que nous appelons les cycles biogéochimiques, à savoir le sol libère des éléments nutritifs, libère des minéraux que les racines des arbres vont capter, utiliser, que combiner avec ce qui est fabriqué à partir de la photosynthèse, et aider alors l'arbre à grossir, à fabriquer des hydrates de carbone. Et en retour, vous avez des feuilles qui tombent, des écorces qui tombent, des parties de branches qui tombent, toutes choses gorgées de carbone et de minéraux qui retournent au sol pour refertiliser le cycle. Donc c'est un cycle bio, l'arbre, la composante arbre, géo, le sol chimique, c'est-à-dire cette circulation alors d'éléments nutritifs au niveau de ces cycles. Donc forcément la forêt a énormément d'impact sur l'environnement. Bon, les cours d'eau aussi qui passent en forêt, ce sont des cours d'eau relativement assainis, ce sont des cours d'eau avec peu d'inondations, puisque les berges sont très bien conservées, et que pour contenir les flux d'eau qui arrivent, c'est toujours de l'eau limpide, c'est toujours de l'eau très bien propre. D'ailleurs, les populations ne se trompent pas. À l'époque, c'est vers les forêts qu'on va aller chercher de l'eau pour aller boire, parce qu'on est sûr que c'est de l'eau propre. Pour la faune sauvage, la forêt est un habitat. Quand vous chassez un animal, c'est pas pour rien qu'il va rapidement courir là où il y a son habitat pour se cacher. Comme la forêt abrite quasiment toute la chaîne trophique animale, autant vous en avez qui vivent des plantes, qui constituent le premier niveau, les herbivores d'une manière générale, et après vous avez les différents niveaux de consommateurs, tous ceux qui vivent de ces herbivores, jusqu'aux super prédateurs dans les forêts, qui sont normalement les panthères. Aux arbres citoyens, quelques baffes à prendre. La veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Les cris d'alarme qui viennent, c'est qu'on déboise. On a besoin d'installer ces champs de riz, ces champs de maïs, de blé, ainsi de suite. Ce sont des plantes qui sont exigeantes en lumière, qu'on n'a pas encore trouvé de système où il faut planter le maïs ou le riz sous ombrage. Donc on est obligé de raser ce que la nature a créé, et ces boisements, pour pouvoir donner d'espace de captage de la lumière à ces plantes nobles que nous cultivons. On crie au secours de la forêt, puisque la forêt disparaît par rapport aux besoins de l'homme. Quand on voit à peu près les tendances de la correction que l'homme apporte à la forêt, à savoir, en principe, si je déboise 1 hectare
pour faire mon champ. La sagesse aurait pu me dire, il faut que je trouve au moins un autre espace déboisé pour remettre du bois là-dedans. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Donc c'est ça ce que nous appelons le taux de remplacement. Et l'Afrique a le plus faible taux de remplacement. C'est vrai, l'Asie est le plus déboisé au monde, mais l'Asie a un taux de remplacement beaucoup plus élevé qu'en Afrique. Les Asiatiques reboisent beaucoup plus que les Africains. Et c'est ça qui est un peu dommage. Notre taux de remplacement est relativement faible. Les grands chantiers forestiers, ça se compte au bout du doigt. Le service forestier à l'époque encore était bien dynamique, mais maintenant, tous les forestiers attendent des projets avant de se lancer dans de grandes campagnes de reboisement. Donc tout cela montre que nous avons un retard sur le remplacement par rapport à ce qui est prélevé pour l'agriculture. C'est notre besoin d'occuper l'espace à d'autres fins. Les 3 formes d'utilisation des terres, la plus classique que nous connaissons, c'est d'abord que les terres sont naturellement occupées par les forêts. Il y a la conservation. La seconde qui vient de l'homme, c'est l'agriculture. Il y a à peu près 11 000 ans maintenant qu'on a commencé à domestiquer ce que nous allions cueillir à l'époque et qui est la plus consommatrice des espaces forestiers en Afrique à l'heure actuelle. On ne déboise pas parce qu'on veut construire. Les hommes aiment toujours vivre en agglomération. Tandis que pour faire mon champ de coton, mon champ de maïs, je raisonne tout de suite en hectares. Après, il y a l'élevage. Bon, dans les pays comme le Brésil, on coupe la forêt pour installer des pâturages et mettre des bœufs là-dedans. Donc là aussi, la production secondaire peut exiger ces espaces ouverts. Mais dans nos propres pays aussi, il y a le fait que l'élevage joue sur la structure du paysage. À savoir que pendant les périodes de déficit en fourrage, on va s'attaquer à des arbres, ce que nous appelons les ligneux fourragers. Les scientifiques adoptent parfois le terme de ligneux pour désigner les arbres aussi. Donc on coupe ces arbres, le caïcédra, le vène, le linguet, on les coupe pour pouvoir alimenter le bétail. Alors lorsque vous allez par exemple au nord du Bénin, et c'est très facile, vous allez voir beaucoup d'arbres taillés en aiguille par-ci par-là. Ça définit notre structure dans le paysage. Ça ne tue pas l'arbre forcément, ça donne une autre configuration au paysage. Donc l'élevage aussi peut contribuer à baisser le taux de couverture normalement des arbres. Quand je veux tracer une belle autoroute, je déboise aussi. Les villes s'agrandissent, c'est toujours au détriment des milieux boisés. Donc l'occupation humaine aussi est un problème. Il y a aussi les grands projets de barrages, c'est des hectares, ça peut être des milliers d'hectares qu'on engloutit sous l'eau. Lorsqu'il y a suffisamment d'espace vert dans une ville, vous respirez toujours autrement. Vous sentez un effet de tampon que ces îlots arrivent à jouer au niveau de la forêt. Et aussi la circulation des polluants. Les forêts, ce sont des rideaux qui bloquent une bonne partie de la circulation des particules qui auraient dû rentrer dans l'eau et ainsi de suite. C'est un effet purificateur intéressant. Donc c'est ça qui fait aussi que tout le monde souhaite avoir le boisement. Les Japonais arrivent même à planter carrément des arbres dans leurs habitations. Pas dans la cour, mais directement même à l'intérieur de leurs habitations en essayant de laisser des ouvertures, toujours pour avoir cet effet bénéfique. Je pense que c'est toujours une bonne chose d'avoir de la verdure autour de soi, sans compter l'effet esthétique que l'on a à admirer un bel arbre dans le paysage. Si vous déboisez et que le cycle biogéochimique n'est plus bouclé, forcément ça veut dire que vous détruisez le sol. C'est un sol qui est stérilisé, qui aura du mal à produire, ou alors il faut de l'énergie pour produire sur ce sol. Puisque le sol étant complètement tué, il me faut alors du compost. Et il me faut forcément de la matière organique. Il me faut alors trouver d'autres substrats riches qu'on puisse encore faire pousser des plantes sur ce sol. Mais la forêt aurait pu jouer ce rôle naturellement par son cycle biogéochimique, où réellement la forêt se nourrit d'elle-même tout en vous laissant un sol relativement riche. Les abeilles ne vivent que lorsqu'il y a la forêt. Or, ce sont des abeilles qui nous fabriquent naturellement le miel. Vous voyez, donc les services de l'écosystème aussi s'en vont avec cela. Donc ce sont tous des effets néfastes, et sans compter que s'il n'y a pas d'ombre, le sol est chauffé et vous, même en marchant, en faisant quelques 100 pas, vous sentez quand même davantage de chaleur. Tandis que s'il y a l'ombre et que vous marchez à l'ombre, vous avez une sensation de fraîcheur. Puisqu'il faut changer les choses, oh, ça, citoyen. La faculté qui forme avec le titre de forêt d'abord en tant qu'objet d'étude, la forêt en tant que réaction de l'homme par rapport à ce qui disparaît. Nous avons parlé de plantation, donc la sylviculture, c'est-à-dire un peu comme tout le soin qu'un homme peut apporter, élever des arbres jusqu'à ce que cela donne un espace
économique ou écologique. La forêt aussi en tant que combinaison avec les espaces agricoles, l'agroforesterie. La faculté qui donne cette formation, c'est la faculté des sciences agronomiques. Il y a aussi la formation en technicien qui sont des candidats potentiels à se reconvertir en forestier. Donc l'EPAC donne une formation ingénieur de l'environnement. Mais ceux qui sortent de cette école avec des crédits supplémentaires en plus peuvent tout aller dans les services forestiers. Il y a aussi les géographes aménagistes dont le rôle ici est de situer la dynamique de la forêt dans le paysage. Puis les géographes qui font un peu géographie physique avec les éléments physiques dans le paysage peuvent être aussi des formations ou des crédits de disciplines qu'on peut aussi intégrer dans la panoplie des gens capables de travailler sur les forêts. Puis aussi les sciences sociales, les sociologues, les économistes qui se spécialisent sur les questions. Là, on va le retrouver toujours à la Flash, à la FSA et aussi à la FASEG pour ceux qui ont choisi cette spécialisation. Pour être forestier, il faut être scientifique. On manipule beaucoup les outils scientifiques. Le moins, c'est la mathématique et surtout la statistique. Puis tout ce qui est sciences biologiques, la physique, la chimie, la géologie. Donc, ce sont quand même des disciplines qu'il faut posséder. Celui qui va donner des cours d'andrométrie, des cours d'inventaire forestier, ce sont des éléments qui vont faire intervenir beaucoup de connaissances scientifiques. Citoyen, il est grand temps qu'on propose un monde pour demain. Les jardins botaniques, c'est avant tout un outil pédagogique. Je suis professeur de botanique, je finis de donner mon cours et je vais aller leur montrer comment on détermine une plante que l'on ramasse. Quels sont les organes qu'il faut récolter pour faciliter cette détermination? Comment on peut faire l'équivalence entre le nom qui est donné en classe et le matériel végétal qui existe? L'herbier, c'est la constitution de l'échantillon. Lorsque je suis sur le terrain, j'ai vu quelque chose. Le spécialiste, le professeur, le botaniste n'est pas là. Je récolte, vous voyez, cet échantillon d'une certaine manière et je ramène l'échantillon au labo pour que lui puisse déterminer. Cet échantillon que j'ai bien conservé s'appelle herbier. Dans le jardin botanique, c'est du vivant. Vous voyez carrément les arbres qui sont là. Et on essaye de les identifier par des plaques pour faciliter un peu votre propre culture de la botanique. Lorsque vous faites de petits parcours au 100 pas à l'intérieur d'un jardin botanique. Mais ici en particulier, c'est le seul espace vert conservé dans une série d'agglomérations paysagères depuis Cotonou, Calavi, c'est le seul endroit où un îlot est conservé vraiment à l'intérieur des agglomérations. Et c'est un peu ce rôle que joue le jardin botanique de l'université d'Abomey-Calavi. Au-delà de son rôle attractif, ça fait que ceux qui veulent respirer de l'air pur peuvent toujours aller se détendre là. Un lieu où on doit faire beaucoup d'efforts intellectuels, un lieu où le rendement qui compte ici, ce n'est pas la musculature ou les courses pour aller vendre telle chose. C'est purement une réflexion sur soi-même qui fait sortir ce qu'on attend d'un étudiant, il faut qu'il travaille bien, ce qu'on attend d'un professeur, il faut qu'il publie. C'est un lieu qui a besoin d'être assaini. C'est un lieu qui doit servir de stimulant pour que réellement l'intellect puisse travailler. Le tout premier élément qui vous stimule lorsque vous allez dans un environnement, c'est d'abord le cadre de vie. Pour moi, ça va de soi. Je peux pas vivre sans les plantes. Et après, vous voyez, c'est une salle où on se réunit d'habitude. Nous avons introduit les plantes pour que nos compagnons de vie nous accompagnent aussi lorsque nous prenons les grandes décisions. Je pense que ce n'est pas extraordinaire. Dans les universités qui se respectent, c'est d'abord le cadre de travail qui est embelli. C'est ce que nous essayons de faire aussi. Bon, c'est démonstratif, c'est-à-dire que chacun qui vient s'éduque ou s'informe, s'instruit d'une façon ou d'une autre, de façon peut-être passive, de façon active, de façon réactive. On suppose que ça a une incidence sur la façon de voir un environnement de tout un chacun de nous. Maintenant, comment est-ce qu'ils réagissent plus tard? Il y en a qui respectent maintenant énormément les parterres
qui respectent les arbres qui sont là, et d'autres qui apprennent à les respecter, et d'autres encore qui ont besoin de plus de temps pour réagir favorablement à cela. Mais au moins on ne dira plus nous sommes sur un campus désert. Nous sommes maintenant sur un campus où réellement un effort visible est fait pour que l'amélioration de cadre de vie soit la plus satisfaisante possible. C'est vrai que l'incivisme généralisé fait que chacun s'autoproclame propriétaire de tout. Normalement, avant même de couper l'arbre que vous-même vous avez planté, vous devez aller demander la permission auprès du forestier pour qu'il vienne vous conseiller si oui ou non on peut abattre cet arbre ou non. Même si ça appartient à vos parents, à vos grands-parents, ça rentre dans l'élément du paysage et ce n'est plus tellement vous qui bénéficiez de sa présence, ce n'est plus tellement vous seul qui serez impacté de sa coupe. Donc forcément, il faut une autorité pour réguler tous ces actes. Mais bon, vous savez, que de gens coupent les arbres même sans se soucier qu'il y a un service forestier par-ci par-là. Mais il y a bel et bien la loi sur la nature, la loi sur la forêt, le code forestier est là, et qui montre un peu le comportement qu'on doit en avoir. Il y a la loi et l'application de la loi. C'est le problème auquel nous sommes confrontés au Bénin. Est-ce qu'on a besoin de mettre un policier devant quelque chose qui sert sur le long terme avant de respecter l'arbre qui est là, et parfois même les gens savent bien que beaucoup de leurs congénères vont passer peut-être les heures chaudes sous l'arbre, mais ça ne leur dit rien de couper rapidement et de mettre en ster pour vendre et avoir quelques sous, et quitte à ce que la saison qui arrive, ils en pâtissent. Vous voyez, peu qui est un peu dommage. C'est vrai, il y a la loi, mais on aurait pu devancer la loi. Il faut penser à son applicabilité. Maintenant, ceux qui l'appliquent aussi, il faut qu'ils soient convaincus. Tout ce que on peut dire comme confiance que l'État a placé en eux, en les revêtissant de la tenue nécessaire pour inspirer le respect, inspirer aussi la loi et tout ce qu'une loi signifie. Est-ce qu'ils ont la conscience de la valeur de cette tenue? Est-ce qu'ils ont conscience de la valeur de ce type de... Voilà le forestier. Il faut aussi dire... ils viennent de la même société. Si vous jugez que tous les Béninois sont corrects, c'est qu'ils sont corrects. Si vous jugez que il y a énormément de choses à réparer au Bénin, ils font partie alors de ceux aussi qu'il faut redresser et les aligner sur la bonne gestion de nos forêts. À un moment donné, ignorer le rôle d'un arbre ou d'une forêt. Il faut sensibiliser chacun à au moins reconnaître ce rôle. Mais quand on reconnaît le rôle, l'attitude, c'est seulement conserver ce qui est bien. Je crois que une fois qu'on a pris conscience du bien qu'apporte un arbre, un regroupement d'arbres en forêt, il faut préserver cela. Il faut qu'on se dise si c'est bon maintenant, préservons cela pour l'avenir. Préservons réellement les espaces boisés, respectons les espaces boisés, respectons les prescriptions, les réglementations. Même si on vous dit que vous avez un droit d'usufruit sur une forêt, il y a un mode de prélèvement de ce qui est là, des bois morts et ainsi de suite. Il faut respecter ce que le forestier dit pour que réellement on puisse en avoir ad vitam aeternam. L'environnement, c'est une éducation, c'est un comportement individuel par rapport à son cadre de vie. On ne vend pas l'environnement à l'étranger, on vend l'environnement pour sa santé, on vend l'environnement pour ce qui est esthétique et qui est prêt à tout le monde. On vend l'environnement pour que les enfants, les arrière-petits-fils et ainsi de suite puissent aussi trouver agréable ce que l'on vit actuellement. Il faut toujours éduquer, ne jamais cesser d'éduquer les gens sur les bienfaits de l'environnement. Si on voit quelqu'un qui coupe un arbre de manière anarchique, qu'on puisse réellement l'interpeller sur les faits, et plutôt même de passer à une méthode curative. Il vaut mieux adopter la démarche de la méthode préventive, c'est-à-dire instruire à tous les niveaux, tous les citoyens, du bienfait des écosystèmes naturels, du bienfait de l'arbre, du bienfait de la forêt. Je ne pense pas qu'il faille inventer d'autres mesures coercitives pour en arriver là. C'est l'éducation, c'est l'information, la communication sur les thèmes clés et d'accorder certainement davantage de plage à l'environnement dans tout ce que nous faisons. Les forêts sacrées, c'est pas des décisions qui sont prises juste pour protéger. C'est des décisions qui sont prises par rapport à leur manière de représenter le monde. Ça peut passer par des besoins de protéger un fétiche sous bois,
Ça peut passer par les besoins de rendre quelque chose sacré pour aider les jeunes à l'initiation, au respect de ce que l'on a désigné comme sacré et ainsi de suite. Ça veut dire ils ont pu utiliser une bonne partie de leur vision du monde pour créer cela. Nous ne sommes plus à ces temps-là, nous ne sommes plus à ces siècles-là. Le monde aujourd'hui veut une autre façon de convaincre le citoyen à adopter d'autres attitudes. Le peuple lui dit, croire en Dieu, c'est Dieu qui l'a fait. L'esprit rationnel s'est énormément développé avec le temps. Donc il faut rester dans son temps pour protéger l'existant. Et même si on veut créer davantage, il faut utiliser réellement, je dirais, le contexte actuel pour le faire. Étant donné que le passé n'appartient plus au présent, mais le présent peut aider à définir le futur. Je crois que c'est un peu ce qu'on peut faire. Moi, je dis, par exemple, il y a un vaudou dans cette forêt. Il faut respecter. Toi, tu dis non. Ce qu'on m'a appris dans telle église, dans telle religion, on m'a dit que tout ça, c'est des mythes, et ainsi de suite. Comment allons-nous pouvoir nous entendre? Mais au moins, on peut s'entendre sur le rationnel. À savoir, cette forêt qui est là, si nous la protégeons, si nous la créons, voilà le bienfait que ça peut nous apporter. Donc le raisonnement rationnel peut mettre ensemble quelqu'un qui croit en son vaudou, quelqu'un qui croit à telle ou telle secte ou x, y chose. Et on peut être mis ensemble. Mais je ne peux plus me lever aujourd'hui et dire non, les dieux sont là, il faut protéger. Ça ne te dira pas grand-chose. Certes, l'existant est à protéger, les forêts sacrées qui existent par-ci par-là, mais si on doit développer une autre politique envers ce que nous voulons faire par rapport à la création ou au maintien, il faut passer sur un message rationnel. 21 mars, c'est Journée internationale des forêts. Que pense le professeur Brice Saint-Saëns d'une journée dédiée aux forêts? Quand on crée les journées, c'est vrai, c'est une date sur 365. Ça veut dire c'est une et ça passe. Mais c'est un peu pour rappeler qu'il ne faut pas oublier d'autres aspects du développement, d'autres aspects de notre environnement socio-économique. Donc ce sont des journées où effectivement il faut en profiter pour montrer ce que l'on fait, les défis à relever. Ce ne sont pas tellement des journées de réjouissance, c'est des journées de réflexion, c'est des journées d'auto-évaluation et de projection dans le futur. C'est ainsi que je vois ce genre de manifestation. Le visage de la nature, les forêts, héritage de l'humanité. Prise de son, réalisation et présentation, Hamidou Saka. Océans, mer, cours et plans d'eau, faune, flore, sol et êtres humains constituent les composantes de l'environnement. L'environnement, discipline transversale faisant appel à plusieurs autres disciplines et à tous les secteurs d'activité. Écoutez bien, c'est mon peuple qui m'envoie. Suivez désormais tous les lundis à 20h sur votre radio, Radio Univers, le visage de la nature. Le visage de la nature, le magazine de l'environnement sur la 108.0 FM. Le visage de la nature, votre programme radiophonique d'information, d'éducation et de conscientisation sur les fondamentaux de l'environnement. Vous êtes éco-citoyen, structure étatique, privée ou associative, nationale et ou internationale, les questions environnementales constituent votre leitmotiv. Contactez l'équipe de réalisation au 67 88 00 86 ou au 64 70 03 111. Le visage de la nature pour vous donner un regard plus éco-citoyen sur votre milieu de vie. Environnement, l'essence de la vie sur Terre et visage de l'existence du passé, du présent et du futur.